On passerait à la prochaine présentation de Martin Minot. L'habitation comme outil d'expression d'une trajectoire cosmopolite, les modes d'habiter des résidents du quartier de style anglais, Thamestown, Shanghai. Monsieur Minot, qui est du département d'anthropologie sociale et d'ethnologie de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Donc, je vous cède la parole. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, Allô? Oui, est-ce que vous voyez le bon écran? là, on voit plusieurs écrans en même temps. D'accord, vous ne voyez pas juste mon PowerPoint? Là, c'est beau, c'est parfait. C'est bon? Oui, Parfait. Et les images défilent? oui, parfaitement. Ok, alors je commence. Très bien, 20 minutes, c'est parti. Ça va être dur aussi pour moi. Tiens, je tiens tout d'abord à vous remercier pour me donner la chance de présenter une partie de mes recherches. Et bon, je ne sais pas si je vous remercie pour le grand écart que vous me faites faire à la fois géographique et culturel, mais aussi social et économique, parce que du coup, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mon travail sur une population très différente de celle que nous venons de voir et qui est généralement peu étudiée dans le champ des sciences sociales, un petit peu, mais pas beaucoup. Il s'agit du coup d'une élite sociale et économique, et plus particulièrement en Chine. Et pas n'importe quelle partie de cette élite chinoise, mais celle qui fait le choix de s'installer dans des résidences de style étranger, comme beaucoup ont été construites depuis une vingtaine d'années en Chine. Ces différents quartiers de style architectural français, anglais, italien, américain, etc., a généré beaucoup de discussions, de débats et de stéréotypes, notamment sur l'idée d'une occidentalisation de la Chine. Et voilà, des débats, enfin des idées que du coup ma thèse a essayé de remettre un peu en question. L'approche ethnographique, anthropologique qui est la mienne, ça a été de m'intéresser particulièrement au mode de vie et au mode d'habiter, à la différence d'autres études qui ne s'intéressaient qu'à la forme des habitats, et du coup m'intéresser vraiment à la manière dont habitaient les individus au sein de ces quartiers pour essayer de dépasser ces débats et de comprendre qu'est-ce qui faisait sens pour ces habitants. Du coup, ce que je vais vous présenter, là, je vous présente un peu le plan de mon intervention, si j'ai le temps de tout traiter. C'est pas tant une analyse d'une transformation culturelle que celle de mutation sociale. Beaucoup des phénomènes d'aménagement et de construction symbolique et sociale des habitations que j'ai pu observer peuvent être interprétés à l'aune d'une expérience de mobilité des habitants. Du coup, vous voyez que là aussi, on est dans un congrès sur la question de la globalisation, mais en fait, on est dans un cas un peu particulier, un cas presque sino-chinois d'une population qui devient mobile, mais dont cette mobilité, finalement, se fait par emprunt d'objets et d'images, mais tout en restant d'une certaine manière en Chine. Alors bon, je vais essayer de présenter pour être un peu plus clair mon terrain d'étude, hein, cette zone résidentielle de Thamestown près de Shanghai. Puis après, je vous présenterai la population, ses pratiques, et enfin, j'essaierai d'analyser ces univers résidentiels hybridés à travers des cartes et des photos. Alors, tout d'abord, un peu de contexte. Le quartier de Thamestown, du coup, se trouve dans la ville nouvelle de Songjiang, en périphérie de Shanghai. Donc là, vous avez une carte de Shanghai et du coup, un peu des sites du programme d'urbanisme appelé One City, Nine Towns, qui prévoyait la construction d'une dizaine de villes nouvelles dans la périphérie de Shanghai. Avec pour objectif de développer les banlieues qui ont été les grandes oubliées du développement de la Chine et des réformes lancées à partir des années 80, en tout cas dans la Chine urbaine. Du coup, ce programme, c'était construire 10 villes nouvelles attractives. Alors, à la différence des villes nouvelles françaises, par exemple, qui devaient être des sites de mixité sociale, le projet était plutôt d'attirer les activités et les classes moyennes et supérieures. Et en général, le programme lancé en 2001, en général, un an après le lancement des constructions,
les autorités ont demandé à chaque agence qui avait gagné la compétition d'urbanisme de construire un quartier de style architectural un peu spécial au sein de ces villes nouvelles. Et c'est pour ça que vous avez à Songchang, vous avez eu Thames Town, et puis dans d'autres villes, vous avez quelques photos d'autres styles qui ont été reproduits. Là, alors bon, c'est des cartes un peu contextuelles, je vais passer assez vite, mais vous voyez du coup l'arrondissement urbain de Songjiang, dans lequel se trouve la ville nouvelle de Songjiang, qui porte le même nom que l'arrondissement. Et puis, bon, je vais passer vite parce que ça, c'est pas très intéressant, mais vous voyez déjà en violet, au cœur de la ville nouvelle, l'emplacement de ce Thames Stand. Ah là, je passe vite. Là, vous avez le premier périmètre de développement de la ville nouvelle qui prenait en compte à la fois la ville très ancienne que vous voyez en marron, la ville satellite, une ville mono-industrielle construite dans les années 60 sous Mao, qui représentait déjà un agrandissement du site en orange. Et puis, du coup, en beige ou en rose très très clair, vous avez la ville nouvelle telle qu'elle était comprise en 2002. Et là, vous voyez en couleur brique le quartier de Thames Town à côté d'un petit lac. Ah, c'est vraiment pour vous donner un peu des idées contextuelles du quartier d'habitation. Comment ? Oui ? Pardon, excusez-moi, c'était mon micro qui est activé. Je vous laisse continuer. Je continue alors. Je passe vite. De toute façon, sur ces éléments contextuels, là encore, je vous mets un peu plus la structuration, l'organisation des espaces. Alors, c'est un sous-arrondissement de Fangchong, mais c'est un peu l'équivalent de la ville nouvelle à ses débuts. Vous voyez, du coup, en marron, un peu la taille que représente Thames Town au sein de la ville nouvelle. Avec en violet, vous avez la création d'un grand campus et puis les parties orangées qui sont d'autres zones résidentielles. Alors, on va en venir un peu plus à du concret. À quoi ressemble Thames Town ? Parce que je vous parle d'architecture étrangère, mais ça paraît pas. Voilà, vous avez le quartier de Thames Town avec la reproduction d'architecture britannique de plusieurs styles. Vous avez du style Tudor, vous avez du style géorgien, la reproduction d'une église néogothique dont l'original se trouve à Bristol. Voilà, vous avez dans ce quartier-là, qui fait 1 km², la reproduction à la fois d'une architecture, mais aussi d'un urbanisme, et pas que. Je vais vous montrer des images qui s'inspirent vraiment, les autorités ont essayé de construire un espace qui tranchait vraiment avec non seulement, on va dire, l'architecture chinoise traditionnelle ou même plus moderne, datant de la période maoïste, ou plus moderne encore, mais aussi avec, vous avez pu le voir, des entrelacs de rues qui tranchent avec la trame orthonormée du reste de la ville nouvelle. Voilà, quelques photos, on passe vite. Là, voilà, d'autres types d'architecture, les townhouses à la victorienne, des appartements un peu façon palladienne, géorgien, etc. Et du coup, là, ce que j'essaie de montrer à travers cette carte, c'est que, alors, vous avez plusieurs types d'habitations, plusieurs types de logements, à la fois des maisons individuelles qui peuvent aller jusqu'à 500 mètres carrés sans prendre en compte le jardin privatif. Vous avez aussi vous avez vu les townhouses, des appartements, enfin des maisons accolées, des rangées de maisons avec murs mitoyens. Et puis, vous avez aussi des appartements, des immeubles de petits collectifs avec 3-4 étages. Et alors, ce que je voulais dire, vous n'avez pas que l'architecture et l'urbanisme qui sont reproduits, mais vous avez aussi tout un ensemble de décorations urbaines, à la fois dans la signalétique, dans les toponymes, dans le mobilier urbain avec, vous voyez, ces cabines téléphoniques, et aussi de la décoration à travers des statues qui rappellent la culture ou l'histoire anglaise. Et enfin, le summum de la scénographie urbaine est représenté par les uniformes des agents de surveillance du quartier, qui s'inspirent aussi des uniformes des gardes de la reine. Pour finir de présenter ce quartier, parce que le temps avance, voilà, quelques mots sur les habitants. C'est le quartier, Thames Town, c'est le quartier le plus riche, enfin en tout cas où le prix de l'immobilier est le plus élevé à Songjiang. Et du coup, les habitants appartiennent à la classe moyenne et supérieure, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Du coup, il y avait une certaine hétérogénéité des habitants, qui a été un peu un obstacle au début, mais j'ai essayé de chercher un point commun, et ce point commun, ça a été la question de la mobilité. Ce
qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, et je vais revenir un peu rapidement là-dessus, les déplacements sous la période maoïste étaient extrêmement contrôlés et il n'y avait quasiment pas de déplacement de population ni à l'extérieur du pays, ni à l'intérieur. Et c'est seulement à partir de la période des réformes et de l'ouverture qu'un assouplissement est fait, et ce qui permet aux individus de se déplacer. Et en fait, toute la population en profite un peu. Vous avez sûrement entendu parler des populations flottantes en Chine, des travailleurs migrants aussi. Mais la population que j'ai étudiée à Thameston, elle jouit d'une forme de mobilité beaucoup plus diversifiée, ce que je vais essayer de montrer. Alors, je vais peut-être passer un peu rapidement parce que j'ai pas de temps, mais là, vous voyez en fait un peu ce qui, auparavant, a un peu fixé les populations sur un territoire. Vous aviez le système du hukou, qui initialement était un système pour récupérer les taxes, les impôts, etc., mais qui a permis au régime communiste en fait, de fixer les individus à leur lieu de travail. Pareil avec le régime des Danwei, c'était en fait l'employeur des individus qui leur fournissait un emploi, mais aussi un logement, etc., et qui les empêchait de partir ailleurs, et diverses politiques mises en place par l'État pour soit forcer le déplacement, soit forcer à rester sur place. Du coup, tout ça pour dire que les déplacements volontaires et spontanés étaient très peu possibles. Avec les réformes, ça devient possible, mais il se trouve que la population que j'ai étudiée, elle, a d'autres formes de déplacement, pas juste internes de la campagne vers la ville pour travailler dans les industries, mais déplacements à l'international pour aller étudier ou travailler à l'étranger, puis le développement du tourisme qui fait qu'ils ont vraiment une expérience un peu cosmopolite et internationale du voyage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette compétence à voyager se retrouve dans les habitations. Alors, je passe vite. Voilà, vous voyez, là, je vais vous présenter quelques intérieurs qui vous montrent que une partie des espaces de l'habitation sont décorés de manière à représenter les voyages des populations. Un peu à la manière où nous, quand on voyage, on va mettre des aimants sur le frigo des endroits où nous sommes allés, des cartes postales au mur, etc. Mais là, vous avez la même manière, mais de façon un peu plus extrême. Vous avez ici, vous voyez une famille qui a fait un voyage en Égypte, qui a rapporté un papyrus et qui, à côté, expose également le certificat d'authenticité qui montre qu'ils sont bien allés en Égypte pour aller acheter ce papyrus. Et puis, vous avez d'autres meubles issus de voyages, etc. Je passe un peu vite parce que 20 minutes, c'est court. Une autre famille qui, elle, est une famille qui a vécu aux États-Unis et qui a dû rentrer pour le travail parce qu'ils étaient universitaires et qui ont décoré une bonne partie de leur maison individuelle, un peu dans leur souvenir de la maison cozy and warm à l'américaine. Voilà, je passe un peu vite. Excusez-moi, je pourrais revenir après sur des questions. Et là, vous voyez, troisième cas, d'une famille où la femme a fait un voyage universitaire en Angleterre et elle dit être tombée amoureuse du pays et du coup a décoré toute une partie des espaces à la mode anglaise. Vous pouvez voir les canapés un peu Chesterfield aussi, ou la salle à manger en shabby chic, des tableaux vraiment qui sont que de décoration mais qui montrent des scènes, enfin de l'art un peu plus européen, et des tapis ou des oreillers qui rappellent l'Union Jack. Et en fait, ces décorations, elles sont vraiment mises en scène au sein de l'appartement ou de la maison. Et c'est là où vous voyez ce que j'ai essayé de montrer, une hiérarchisation des espaces. Vous voyez sur votre gauche les espaces qui sont généralement d'accueil des visiteurs, tandis que les espaces bleus sont plutôt réservés à la pratique familiale. Mais les espaces, du coup, en jaune, c'est là où vous voyez vraiment la mise en scène des espaces qui sont décorés de ce qui a été rapporté des voyages ou de ce qui rappelle les voyages. Et cela entraîne une utilisation de l'espace des logements qui est très intéressante dans le sens où vous avez une variation des décorations entre les espaces de réception qui sont richement décorés avec toutes sortes d'objets et les espaces vraiment plus intimes ou privés qui sont associés peut-être à un membre du foyer qui là pour le coup sont très pauvres en forme d'appropriation. Le texte que j'ai mis à côté, Wo Shui Tiao de Tifang, c'est ce qu'a dit le fils qui habitait dans la chambre estampillée numéro 5 et qui a dit, pour désigner sa chambre, c'est l'endroit où je dors. Il n'y a même pas d'appropriation par un pronom personnel. Et voilà, ça, c'était quand même intéressant dans la manière de vivre l'espace qui passe plus par la représentation de la famille et de ses voyages, par exemple, mais d'autres choses, que par l'appropriation personnelle comme on peut le faire en Occident.
Alors, tous ces éléments qui se retrouvent et qui montrent finalement cette représentation sociale qui permet à la famille de se mettre en scène et de montrer sa capacité, sa compétence à voyager, on pourrait se demander si ça ne montre pas, pour suivre un peu les discours stéréotypés dont je parlais en introduction, est-ce que ça ne montre pas une forme d'occidentalisation de mode de vie en Chine? Et voilà. Et en fait, il se trouve que pas tout à fait. On va reprendre les appartements que je vous ai montrés. Ce que j'aimerais montrer, c'est que d'une part, on trouve des objets ramenés des voyages ou qui renvoient à cette idée du voyage, mais on trouve aussi des éléments de la culture chinoise qui sont tout aussi valorisés. Et parfois, on se rend compte que ces objets étrangers rentrent dans une forme d'ordre culturel initialement chinois qui crée bien sûr un univers hybride, mais dont la base reste quand même des normes et des valeurs chinoises. Et ça, je me réfère un peu à Marshall Salins, même si c'est un peu ancien, mais c'est très intéressant pour comprendre la manière dont ces choses sont intégrées. Alors, premier logement que je vous avais montré, cet appartement en duplex. Je vous remets quelques images du premier niveau où vous voyez à nouveau ce papyrus avec son certificat d'authentification et d'autres éléments qui rappellent cette ouverture à l'international mise en avant par le couple qui vivait dans cet appartement. Mais vous voyez que si je vous montre des photos de l'étage supérieur, qui sont les parties plus intimes de la famille, vous avez des décorations qui, pour le coup, rappellent un univers culturel chinois. Vous avez la deuxième photo à la droite, un bureau à la chinoise avec une chaise Ming qui fait face à un papyrus, à une estampe et une calligraphie. Vous avez sur le bureau, ça se voit très mal parce que c'est en contre-jour, mais une statuette de dragon qui renvoie un peu à des pratiques chinoises d'appel au bonheur. Vous avez, vous reconnaissez peut-être l'étagère déconstruite qui est quand même le stéréotype ultime du mobilier chinois, etc. Alors, je pourrais rentrer dans le détail parce que c'est rigolo. Le lit que vous pouvez voir, qui est rond et qui renvoie, comme me l'a expliqué du coup la famille, à la cosmologie chinoise qui considère que dans cette cosmologie, la Terre est carrée et le ciel est rond. Du coup, dans leur alcôve qui leur sert de chambre, ils ont mis une estrade pour rendre carré le sol et ils dorment dans le ciel parce qu'ils ont un lit rond. Voilà, c'est juste pour la petite histoire, mais vous voyez du coup qu'il y a des références à la culture chinoise. Deuxième maison que nous avons vue, là vous revoyez sur la gauche les photos de cette habitation, de cette maison à l'américaine, en tout cas d'après les discours du couple qui y vit, mais vous voyez que sur la droite, j'ai mis des photos de leur dernier étage, on est dans ce qui pourrait être notre grenier, même s'ils ne l'appellent pas comme ça, où la femme, férue de calligraphie, a installé tout son bureau de calligraphie avec, encore une fois, des éléments très... qui font référence à la culture chinoise lettrée. Même on pourrait dire que là, il y a une idéalisation de la culture lettrée à travers l'ensemble des objets comme la pierre à encre, le pinceau, le papier pour la calligraphie, vous avez les lanternes, encore ces étagères déconstruites qui rappellent une culture chinoise qui renvoie à des pratiques parfois idéalisées, parfois réinventées, mais qui montrent qu'il y a toujours une valorisation de ces objets. Enfin, troisième famille que je vous ai montrée, et ça c'était très intéressant, et ça a touché ma fibre de français, vous avez dans cette maison deux représentations de Napoléon, deux fois la même plutôt, et qui étaient un peu difficiles à comprendre parce que le mari, du coup, qui avait voulu ces représentations, une dans la cuisine, une dans son bureau, comment expliquer cette représentation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette famille avait une forme de représentation de ses valeurs, de ces personnes, qui passaient beaucoup par la statuaire, par des grandes statues, je vais vous montrer des photos après, mais aussi, en fait, le mari est féru d'équitation. Il pratique le polo, etc. Et voilà, ça renvoie aussi à tout un univers symbolique chinois dans lequel, où en fait, c'est pas que chinois, mais vous voyez qu'en fait, c'est cette figure-là de Napoléon qui est reprise et aucune autre, parce que il y a une sorte de juxtaposition ou d'intersection où, à un moment, cette représentation-là de Napoléon concorde avec des représentations symboliques de l'univers culturel chinois. C'est là où vous voyez que je peux faire référence un peu aux théories de Marshall Salins, où il y a à la fois la référence d'une noblesse, la référence d'une réussite aussi, parce que le cheval en Chine, c'est la réussite aux examens mandarinaux, c'est aussi la monture des puissants, etc. Et du coup, il y a une conjonction qui fait que cette image-là, du coup, elle s'accorde très bien avec les images. Je vous ai remis
une statue de cheval cambré, mais vous avez sur le bureau du mari une autre figure de cheval. À plusieurs endroits, il y a des photos de lui jouant au polo ou faisant de l'équitation. Et du coup, ce bas-relief et ce tableau, ils rentrent dans les pratiques de cette famille, comme vous voyez, qui aiment bien exposer leur couple à travers d'autres formes de statuaires. Vous avez une statue de panthère qui renvoie aussi au mythe guerrier dans la symbolique chinoise, ou alors, juste à côté de la panthère, deux aigles qui représentent le couple aussi en Chine. D'après, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est d'après ce que m'ont dit le couple de cette maison. Donc, vous voyez qu'en fait, ces représentations, elles s'insèrent dans un univers chinois qui en fait intègre, s'approprie et réinvente ces objets qui viennent de l'étranger. Et voilà, comme il me reste plus beaucoup de temps, je vais terminer là-dessus. Tout ça pour dire que l'idée d'une occidentalisation des modes de vie est en fait mise à mal quand on voit qu'à l'intérieur des maisons, il y a toujours des pratiques, des comportements qui renvoient en fait pas forcément à un ordre culturel, mais ne serait-ce qu'à des habitudes tout simplement acquises, chinoises, des manières de faire, et que tous les objets rapportés qui montrent une forme d'ouverture sont à la fois intégrés dans cet univers de pratiques, de normes chinoises, mais en plus, c'est là où on peut limiter peut-être l'idée d'une mondialisation ou d'une globalisation, c'est que en fait, ces référents qui sont mis en scène ne le sont pas pour créer une connexion avec une classe moyenne et supérieure cosmopolite, un peu si on voulait suivre les idées de Ulf Ahners sur la globalisation, par exemple, mais plutôt renvoie à une forme de distinction qui est censée être reçue par les réseaux sociaux chinois de ses habitants. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je ne sais pas si vous vouliez rallumer votre caméra, c'est ça, vu qu'on ne voyait pas votre visage pendant... Oui, ça vient le temps de charger. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions? Je vous rappelle que vous pouvez passer par le question-réponse, par le chat, ou si vous levez la main, on peut ouvrir votre micro pour une question de vive voix. Bon, je vais poser une question. Dans la littérature anthropologique, à un moment donné, les gens parlaient de la relation entre le global et le local, et ça semble s'appliquer assez bien ici. Parce qu'en fait, il y a toutes sortes d'objets, de symboles qui sont pris dans l'univers qui est en dehors de la Chine, mais qui sont réintégrés à l'intérieur d'un schéma qui lui-même est fonction de la symbolique à l'intérieur du monde chinois. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui pourrait être intéressant pour interpréter justement les données que vous nous avez fournies? Oui, tout à fait. En fait, moi, les modèles qui m'ont servi pour analyser ces pratiques, ce sont vraiment les théories de l'acculturation. Alors, on peut remonter jusqu'à Melville Herskovits, mais bon, en fait, il y a plusieurs cas. Et puis, même des historiens, je pense à Paul Veyne, qui se sont intéressés à ça. En fait, je me suis plutôt, et c'est là où, en fait, ce que vous dites est intéressant, c'est que ce cas-là montre un peu le côté actif des personnes qui vont recevoir des choses ou qui vont emprunter. Et du coup, oui, ça renvoie aussi, je pense, alors quand vous parlez des relations globales locales, je pense moi aux théories de Hobsbawm sur la réinvention des traditions. C'est vraiment effectivement ce côté, ce versant beaucoup plus actif des populations qui vont aller chercher et réinventer sur la base de logique ou de pratique des choses qui circulent vraiment à un niveau global. Oui, en fait, ces théories-là m'intéressent plus que les théories de la mondialisation qui n'émaneraient que d'un centre, et par exemple les États-Unis à un moment, pour se diffuser à l'ensemble du monde. Du coup, voilà, en fait, si je devais dire qui m'intéresse plus comme théorie explicative, ce serait Jonathan Friedman plutôt que Ulf Ahners, que j'ai un peu, que j'ai trouvé un peu moins intéressant pour comprendre, en fait, pour interpréter ces cas-là. Donc oui, les relations globales locales. Alors tout dépend lesquelles, du coup, quelles analyses on pourrait emprunter, mais effectivement, c'est tout à fait pertinent parce que on voit bien des objets qui sont quelque part des stéréotypes où en fait il y a une forme d'occidentalisme ou d'orientalisme
peu importe le regard, mais pour recréer des univers ultra précis localement et qui n'intéressent que les gens qui vivent dans cette localité. J'espère que c'était un peu clair. C'est jamais évident de parler de ces théories de globalisation parce qu'il y a tellement eu de nombreuses idées qui partent dans tous les sens. Mais je reviens un peu sur ce que vous avez dit. Je vais faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas une forme qui est occidentalisme probablement plus que d'occidentalisation, c'est-à-dire l'utilisation d'objets comme on faisait avec l'orientalisme, c'est-à-dire des objets orientaux mais qu'on intègre dans notre propre culture. Donc, il y a sûrement ça, il y a sûrement l'aspect-là. Tout à fait, tout à fait. En fait, et c'est là où c'est assez compliqué, c'est que les théories qui ont jusqu'à maintenant analysé ces quartiers-là ont critiqué en fait cette copie, ont taxé d'inauthentique ces constructions, mais en fait sont teintées d'occidentalisme dans le sens, c'était l'anthropologue James Carrier qui avait réutilisé l'idée d'orientalisme, mais pour dire que l'orientalisme c'est aussi un occidentalisme en miroir dans le sens où c'est l'Occident qui critique et qui se met du coup en valeur. Et là, du coup, ces critiques, par exemple, vous avez dans la banlieue de Hangzhou une tour Eiffel qui a été construite, et du coup, c'est l'idée qu'on critique cette tour Eiffel parce qu'on veut dire que chez nous, il y a l'original, l'authentique, etc. Donc, il y a cette forme-là d'occidentalisme, mais bien sûr, puisqu'en fait, moi, quand je posais la question aux habitants, ils étaient incapables à part certains, de me dire, là, c'est du français, là, c'est de l'anglais, là, c'est de l'américain. C'est vraiment un côté, ce qu'ils appellent le Xifang, c'est l'Occident. Et du coup, il y a une forme effectivement de construction stéréotypique d'un Occident qui est construite par les Chinoises et par les Chinois. Et en même temps, il y a aussi une forme d'orientalisme en miroir, dans le sens où l'image que l'Occident a créée un peu romantique de la Chine à travers la culture lettrée, etc., ses habitants la recréent en même temps, comme ce qu'on peut voir dans les musées chinois d'ailleurs, avec ce que j'ai montré de ce mobilier de la culture lettrée, parce qu'en fait, ces gens-là n'ont jamais connu cette culture lettrée. Elle a disparu au début du XXe siècle, donc même leurs parents ne l'ont pas tant connue que ça, et du coup, recréent cet idéal. Du coup, en fait, entre orientalisme et occidentalisme, ça part dans tous les sens, mais effectivement, il y a une création stéréotypique de l'Occident par les Chinois aujourd'hui. Ce qui tend à penser qu'il y a une nouvelle forme d'hégémonie culturelle, si on reprend des termes de Friedman, mais qui aujourd'hui s'est déplacée en Chine, ou en tout cas en Asie. Il y avait Olivier, je pense, qui a demandé. Oui, c'est ça. Oui, Martin, j'ai loupé une partie de votre intervention puisque j'étais déconnecté. Et la question que j'allais vous poser, c'est très simple. Est-ce que vous voulez parler de gentrification dans ce contexte-là? Et à partir de ces travaux, est-ce que cela a une incidence sur le prix du logement? Voilà. Alors, c'est très compliqué de parler de gentrification parce qu'il s'agit d'une ville nouvelle où tout a été créé. Alors, il y avait des champs sur la zone de la ville nouvelle auparavant, mais les populations agricoles ont été expulsées, ou en tout cas, on leur a fourni d'autres logements, etc. Et du coup, alors, dans ma compréhension de la gentrification, c'est quand même une forme de réhabilitation d'abord culturelle d'un quartier qui ensuite devient socio-économique comme réhabilitation par petit à petit l'expulsion des populations. En fait, là, il y a eu table rase, il y a eu un urbanisme de la table rase et ce sont des populations riches qui sont venues dès le départ. Après, effectivement, il y a une hausse des prix. Alors, le quartier de Thamestown était le plus cher dès le départ, mais ça a eu un effet sur l'ensemble de la ville nouvelle parce que après, au regard du succès qu'a eu le quartier à sa construction, parce qu'une fois que ça a été ouvert à la vente, en un mois, tout avait été vendu. Et ça a entraîné la construction d'autres quartiers de style soit anglais, soit d'autres styles dans les autres zones encore non construites de la ville nouvelle. Donc oui, il y a eu un effet, bien sûr, et Songjiang est devenu l'un des arrondissements un peu les plus... En fait, les prix sont devenus aussi chers que dans le centre-ville de Shanghai. Donc, je ne sais pas si on pourrait parler de gentrification, mais il y a effectivement un effet sur l'immobilier, sur du coup à pousser les derniers restants des gens qui habitaient encore dans la ville ancienne à partir parce qu'il y a un effet sur les prix.
Je vois une question dans les questions et réponses. Alors, Oui. je me demande comment ça... Alors j'ai est-ce que, alors je vais peut-être la lire. Comment s'opère dans les interactions sociales les interactions, ben, ça se voit en fait ça se voit. Genre je l'ai pas vu forcément à travers les décorations parce que ça c'est plus une forme de représentation passive pour les gens les gens qui sont invités, mais je l'ai vu dans le sens où moi j'ai dû parfois jouer l'occidental qui venait aider la famille. C'était un peu du donnant-donnant. Il répondait à mes questions et donc moi, je les aidais un peu. Et du coup, les familles ont déjà profité de ma présence pour gagner un peu plus de prestige social en disant, vous voyez, mes enfants, ils ont un précepteur français ou anglais qui leur apprend une langue étrangère, ou alors je les aidais pour d'autres choses. Et du coup, il y a effectivement cette forme d'ouverture, en fait, de familiarité avec tout ce qui est étranger, dont se servent ces familles-là, justement pour créer une distinction, là où ils habitent dans un quartier où tout le monde est riche, cette forme d'avoir l'occidental qui vient habiter avec eux, qui vient aider la famille, qui vient développer une familiarité avec l'Occident, était plutôt utilisée. Après, voilà, il y a encore des grandes inégalités, et du coup, je ne saurais pas vous dire entre ces classes aisées vis-à-vis des classes sociales plus précaires, parce que je n'ai pas vu vraiment de contact. J'espère que ça répond à la question. Et alors, si je vois, jugé par les autres couches plus conservatrices, alors ça, il n'y a pas tant de questions de conservatisme, c'est plutôt une guerre idéologique entre les éléments discursifs du parti, qui quand même rejettent un peu ces constructions qui ont l'air d'être étrangères, alors que finalement les logiques constructives sont très chinoises, mais en tout cas il y a une guerre idéologique, mais au niveau de l'État, et du coup des dispositifs de l'État comme la presse, etc., à critiquer ce type de quartier qui ressemble à des gated communities, mais au sein des habitants, en fait, ils veulent tous ça. J'ai une petite question, peut-être le 30 secondes qui reste, en fait. Tu sais, être dans les habitations, dans la maison de quelqu'un, ça relève quand même un peu de l'intime, malgré le fait qu'il puisse s'y passer des trucs quand même communs ou collectifs. Comment, dans le fond, vous avez réussi à accéder? Est-ce que vous avez eu des réticences quand vous avez demandé, est-ce que je peux prendre des photos de votre maison? Est-ce que je peux rentrer chez vous, prendre des photos pour analyser, nanana? Comment ça s'est passé? Alors, c'est tout l'intérêt de l'enquête ethnographique, c'est censé être immersif et sur le long terme. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes, effectivement, parce qu'en plus, il s'agissait de familles plutôt aisées, mais qui faisaient quand même attention aux on-dit, aux rumeurs, etc. Et du coup, beaucoup de fois, on m'a refusé l'accès parce que c'était peut-être mal vu d'avoir un étranger à la maison, un jeune étranger, alors que monsieur était parti travailler dans la journée, il restait que madame toute seule à la maison. Donc voilà, il y avait un peu des candidatons. Et du coup, en fait, il m'a fallu 3 ans avant de pouvoir être invité à dormir chez les gens, à vivre avec eux. Et voilà, effectivement, c'est compliqué. Les gens n'ouvraient pas facilement leurs intérieurs. Et puis, c'était passé surtout grâce à des réseaux de gens qui habitaient déjà sur place, qui me connaissaient et ont pu m'introduire auprès des. Voilà. En fait, ça a joué entre ces questions de réseau, d'interconnaissance, et le fait qu'ils pouvaient trouver un intérêt à avoir un étranger chez eux, qui a permis, au fin de compte, après 3 années de terrain, à habiter avec les gens pour 2 semaines, 1 mois, selon les cas. Voilà. Merci. Dans le fond, ça va conclure la période de questions. Je vous proposerai une pause, puis on peut revenir à 1h30 pour la conférence de Maude. On a un petit décalage, mais un petit 15 minutes, je pense que ça va faire du bien. Donc, on se retrouve à 10h30. Puis je vous rappelle, pour les personnes qui ont présenté, on vous invite à rester, en fait, pour après la présentation de Maude. On va avoir une table ronde animée par Bernard Bernier, professeur au département. Merci beaucoup tout le monde. Merci Martin pour votre présentation.